Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, 4 ans après la révolution du jasmin, la Tunisie connaît le nom de son nouveau président. Béji Caïd Essebsi, 88 ans, est élu avec plus de 55% des voix, soit plus de 1,7 million des suffrages exprimés. Un mort, une trentaine de personnes interpellées et plusieurs dégâts matériels. Les conséquences de la manifestation de l'opposition samedi ont été énumérées par le procureur de la République du Gabon. Le défilé réclamait le départ du président Ali Bongo Ondimba. Immersion au sein du cinéma angolais en fin de cette édition. Le réalisateur Bijou Garizim vient d'achever la production de son film Aonika Filia 2, un deuxième volet 6 ans après la sortie du premier film. La victoire de Nida Tounes aux élections législatives n'était donc qu'un début. Le leader du parti laïque, Béji Caïd Essebsi, devient le nouveau président de la Tunisie. À 88 ans, l'ancien ministre du premier président de la Tunisie indépendante entame un mandat de 5 ans. Retour sur les résultats avec Radija Sfar et Salih Ghanem. Béji Caïd Essebsi, premier président de la Deuxième République tunisienne, par 55,68% des voix, d'après les résultats préliminaires du second tour de l'élection présidentielle du 21 décembre 2014. Un scrutin historique car il s'agit de la première élection présidentielle démocratique et transparente depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. Ainsi, le candidat Béji Caïd Essebsi a réuni 1 731 529 voix, et le candidat Mohamed Monsef Marzouki, 1 378 513 voix. L'instance supérieure indépendante pour les élections informe donc de la victoire de Béji Caïd Essebsi par 55,68% des voix contre 44,32% des voix pour son concurrent Mohamed Monsef Marzouki. Tels sont les résultats de cette élection présidentielle 2014. Il s'agit d'une nette victoire pour le candidat du parti séculier Nida Tounes, Béji Caïd Essebsi, qui a salué son adversaire Mohamed Monsef Marzouki et tendu la main à toutes les parties pour aller de l'avant dans le développement de la Tunisie. Un discours fédérateur pour celui qui aura désormais en charge les dossiers brûlants de la République, notamment le défi sécuritaire. Vu qu'il est le premier responsable de la sécurité nationale et que le pays est confronté à des vagues de terrorisme et des dangers pouvant donc déstabiliser le pays, donc son poste est éminemment important puisqu'il participe donc à cette stabilité qui est nécessaire pour tout le développement et toute œuvre d'investissement. Donc les Tunisiens sont confiants dans l'avenir, dans le sens où le processus transitoire presque à sa fin. Il reste malgré tout les élections, plutôt les municipales, et ça, bon nombre de Tunisiens ont tendance à l'oublier. La constitution rédigée, les Tunisiens doivent désormais mettre en place et renouveler le reste des institutions. Des élections municipales et régionales sont prévues au courant de l'année 2015. Alors que la Tunisie tourne officiellement la page de sa transition, la Libye est elle toujours empêtrée dans ses luttes intestines. Au moins 5 personnes ont été tuées lundi dans des affrontements entre forces pro-gouvernementales libyennes et les combattants islamistes. Les deux camps s'affrontent depuis le mois d'octobre. L'armée, menée par le général Khalifa Haftar, veut déloger les milices islamistes qui siègent à l'aéroport de Tripoli depuis le mois d'août. Une personne tuée et 30 interpellations, c'est le bilan de la manifestation interdite de l'opposition samedi au Gabon. Selon les déclarations du médecin légiste, l'étudiant de 30 ans, Mboulou Beka, serait mort des suites de blessures au cou et au visage. Pour rappel, l'opposition défilait pour réclamer le départ du président Ali Bongo Ondimba. Salih Ghanem. Les leaders du Front uni de l'opposition pour l'alternance et plusieurs petits partis de l'opposition au Gabon ont manifesté ce samedi 20 décembre à Libreville, malgré l'interdiction du ministère de l'Intérieur qui craignait des dérapages. Manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés à coups de pierre et de jets de gaz lacrymogène. Le peuple gabonais s'est aperçu que M. Ali Bongo est un tricheur. En plus du fait qu'il ait pris le pouvoir avec effraction, il est un tricheur en ce sens que il a produit un faux acte de naissance à l'occasion de l'élection présidentielle. C'est sur ce point que nous voulions nous exprimer samedi dernier, mais son ministre de l'Intérieur a bien voulu
interdire le meeting que nous voulions organiser. Voilà un peu la situation dans laquelle se trouve notre pays. Manque de liberté d'expression et en somme la dictature. Une trentaine de militants ont été interpellés, plusieurs véhicules ont été incendiés et des actes de vandalisme ont été perpétrés. L'opposition dénombre quant à elle 3 décès suite aux affrontements. Le peuple va le faire partir de gré ou de force. Le peuple va le faire partir parce que quelqu'un qui prend le pouvoir par effraction, quelqu'un qui triche en produisant des faux papiers à l'occasion de la candidature à l'élection, il mérite seulement de tirer sa révérence, ou le peuple va se charger de le faire partir. Les leaders du Front uni de l'opposition et leurs sympathisants réclament désormais la démission du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Le groupe Boko Haram semble agir en toute impunité dans le nord du Nigeria. Les villes de Gombe et Bochi ont été ciblées par 2 attentats ce lundi. Les bombes ont éclaté dans un bus et sur un marché, faisant au moins 26 morts. Une vidéo d'une exécution de plusieurs personnes dans un dortoir a également été diffusée le même jour. Il est encore impossible d'y identifier la date et le lieu. Depuis son insurrection en 2009, le groupe Boko Haram est responsable de la mort d'au moins 10 000 personnes. L'actualité économique, c'est le Kenya qui prépare actuellement la 12e conférence africaine des cafés fins, un événement qui réunira plus de 500 intervenants du secteur pour examiner les moyens d'augmenter la productivité. Il s'agira également de booster la consommation interne de la denrée et d'encourager sa transformation locale. Les précisions de Fanny Mounichi. Le Kenya veut faire passer sa production de café de 49 000 tonnes à 60 000 tonnes à l'horizon 2016. Pour y parvenir, le pays compte notamment ajouter le café à la liste des cultures bénéficiant des engrais subventionnés, des mesures très attendues par les acteurs du secteur caféier. Je sais que le gouvernement a essayé de trouver des solutions pour mettre fin aux souffrances des producteurs de café face à la baisse des prix. Maintenant, à la bourse du café de Nairobi, nous attendons de voir ce que le gouvernement prévoit de faire. Je sais qu'ils ont des plans sur la production, qui est un problème majeur. Le prix, cependant, dépend totalement du marché international parce que nous faisons plus de 90 voire 95% des exportations. Le gouvernement kényan a également indiqué qu'il se pencherait sur les questions de la faible fertilité des sols et la distribution des terres. Le pays enregistrera d'ailleurs dès l'année prochaine l'arrivée de 20 000 nouveaux producteurs de café. La culture du café au Kenya se fait dans certaines des zones les plus recherchées, des zones agricoles essentielles. Si nous ne cultivons pas de café dans certains de ces domaines, nous devons songer à d'autres cultures agricoles. Lorsque nous avons évolué vers plus de construction de biens immobiliers, beaucoup de terres agricoles ont été converties. En fait, nous privons le secteur agricole de ressources très productives. Selon l'Association africaine des cafés fins, l'Éthiopie produit 6 millions de sacs, l'Ouganda 3,5 millions, tandis que la production du Kenya et de la Tanzanie s'élève à 820 000 sacs par an. Réunir des fonds pour lutter contre le virus Ebola à l'aide de SMS, c'est le programme initié par l'Union africaine le 1er décembre. Grâce à une opération conjointement menée avec une société mobile, des dons de $1 pourront être envoyés par chaque abonné. L'Éthiopie fait partie intégrante de l'opération, comme nous le montre ce sujet de Birama Saounera. L'Afrique se mobilise pour freiner la maladie à virus Ebola. Des pays africains manifestent leur solidarité aux pays touchés par cette épidémie à travers la campagne de collecte de fonds lancée par l'Union africaine le 1er décembre dernier. Ainsi, l'Éthiopie s'est joint à cette campagne grâce à sa firme de téléphonie mobile Ethio Telecom. La société s'engage à utiliser son réseau 3G pour lever des fonds à travers le pays pour la campagne Stop Ebola. Pouvons vous annoncer que le gouvernement éthiopien a pris une importante décision sur cette campagne. Ceci nous aidera à accroître les contributions de tout un chacun. Les préoccupations de l'Afrique sont également celles de l'Éthiopie. Et pour cela, nous nous impliquerons davantage pour lutter contre la maladie à virus Ebola en Afrique. Les entreprises de téléphonie mobile sont un important relais pour sensibiliser les populations africaines. Elles peuvent atteindre jusqu'à 700 millions d'abonnés à travers le continent. Les fonds de la campagne serviront à gérer les centres de traitement de la maladie, mais aussi à sécuriser le personnel de santé dans les pays touchés. Le secteur privé est vraiment venu à notre secours. À ce jour, nous avons des promesses qui s'élèvent à $32 millions. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de voir notre pays s'impliquer à travers la campagne SMS. La campagne visant à lever des fonds est déjà en cours au Botswana, au Tchad, au Ghana, au Kenya et au Rwanda.
L'Union africaine appelle les autres pays du continent à se joindre à cette campagne afin d'éradiquer l'épidémie en Afrique. Depuis 2008, il est l'un des artisans de la révolution cinématographique en Angola. Sans aucun soutien financier, il s'est engagé dans la production de son premier film, Aonika Filia, un véritable succès au box-office angolais qui pousse le réalisateur Bijou Garizim à tourner la suite. Jacques Amboka, notre correspondant en Angola, l'a rencontré. Regardez. C'est vers les années 2008 que Bijou Garizim a réussi à inscrire son nom sur la liste des réalisateurs angolais avec un film qui a défrayé la chronique, Aonika Filia, qui veut dire l'unique fille. Ce film réalisé avec les moyens modiques a démontré à l'opinion angolaise que ces réalisateurs pouvaient encore faire mieux avec le temps et les moyens adéquats. J'ai commencé le cinéma en 2001. Pendant ce temps, j'étais en Afrique du Sud. En 2006, je suis rentré en Angola pour réaliser mon rêve. Pour lui, le cinéma angolais est en plein essor. La preuve, il est déjà à son second film avec un gain en qualité technique et matérielle. Il s'efforce aussi d'aborder des thématiques proches du quotidien des populations africaines. Unika Fila 2 est la suite de Unika Fila. Il raconte un peu le quotidien de la vie, ce à quoi nous faisons face tous les jours. Le cinéma ici est en croissance. Aujourd'hui, nous faisons attention à la qualité. À mon avis, nous essayons toujours de nous améliorer. Bijou Garizim a noué des contacts avec des distributeurs étrangers dans le but d'assurer la distribution au-delà des frontières angolaises, car, estime-t-il, ce n'est que dans ce sens qu'il pourra réellement promouvoir le cinéma angolais, qui reste encore peu connu sur le plan continental. Le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.